Si tu me connais un peu, tu le sais déjà, j'ai un frère. J'ai une sœur aussi, je l'embrasse très fort si elle regarde cette vidéo, mais je veux pas t'embrouiller. Donc j'ai un frère, on a 6 ans d'écart, et c'était pas prévu qu'on ait autant d'écart. Mes parents, ils m'ont eu en premier, j'étais une sorte de brouillon, si tu veux. Et puis ils ont voulu enchaîner direct, mais ça n'a pas marché, ils ont pas réussi. Donc ils ont fait ce qu'on fait dans ces cas-là, ils sont allés consulter. Ils s'en sont remis aux spécialistes pour comprendre ce qui se passait. Et après, pendant plusieurs années, ma mère s'est tapé des examens, des piqûres, des traitements divers et variés, etc., pour traiter leurs problèmes d'infertilité. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis un jour, idée de dingue comme ça, il y a un médecin qui a dit « Vas-y, et si on checkait le sperme du daron quand même, là ?» C'est pas vraiment les mots qu'il a employés, je vulgarise. Donc mon père a fait un spermogramme, et quand les résultats sont arrivés, Paris en août, Argelès en janvier. Personne. Le désert, rien du tout, peau de balle. En fait, c'est mon père qui avait un problème de fertilité. Un examen et une petite opération plus tard, c'était réglé, et mon frère était en route. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Que le monde a failli être privé d'Adrien Méniel à cause d'une bande d'incompétents? C'est un peu dur, mais c'est un peu vrai quand même. Et ça aurait été une perte inestimable, hein, faut reconnaître, mais il y a autre chose. Ma mère, elle a subi des trucs pénibles, douloureux, pendant plus de 4 ans pour une seule et unique raison, c'est le temps qu'il a fallu au médecin pour se demander si, quand même, le problème pouvait pas venir de mon père. Et si ça te paraît anecdotique, eh ben, sache que c'est très très loin d'être le cas. Pendant des années, et même encore aujourd'hui, on a cherché systématiquement du côté des femmes quand il y avait des histoires d'infertilité. Alors qu'on sait aujourd'hui que le problème vient au moins aussi souvent des hommes. Alors, est-ce que c'est les seules situations dans lesquelles les femmes sont pas traitées de la même façon que les hommes en matière de santé? Pour dire les choses autrement, est-ce que la médecine est sexiste? Bah, on va essayer de répondre à cette question objectivement. Alors, la médecine est-elle sexiste? Est-ce qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes en matière de santé? Et si oui, bah, d'où vient le problème? Est-ce que c'est une histoire de génétique? Est-ce que c'est une histoire de mentalité? Est-ce que c'est une histoire d'argent? Avant de parler de tout ça, je voudrais te parler d'Inconi, qui est le sponsor de cette vidéo. Je vais t'expliquer ce que c'est, mais d'abord j'ai une petite question. Est-ce que t'as déjà pensé à vendre tes données personnelles pour te faire un peu d'argent de poche? Non? Bah pourquoi? Tu sais qu'il y a des gens qui le font déjà à ta place, hein. Ces gens, c'est des courtiers en données, des data brokers. Ils récupèrent ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse personnelle, tes identifiants, ton numéro de sécu, etc., etc. Tout ce que tu sèmes sur Internet sans le savoir, en fait, et ils les revendent. C'est pour ça que tu te retrouves avec plein de pubs ciblées ou des SMS pour ton compte CPF ou la vignette de ta voiture, par exemple. Alors, je te charrie, hein, évidemment, je me doute bien que t'as pas envie de vendre tes données personnelles à n'importe qui, parce que t'as pas envie qu'elles tombent dans de mauvaises mains. Et bah justement, c'est là qu'Inconi intervient. La loi prévoit que tu puisses demander à ce qu'on efface tout ça. Et bah, Inconi fait ça pour toi. Ils contactent les courtiers en données et ils demandent que tes données soient effacées. Et ils font ça régulièrement parce que les bases de données, ça se revend en permanence. Et tout est automatisé. Tu prends juste ton abonnement et après, tu t'occupes plus de rien. Et comme je suis sympa, je vais te filer un coup de main, je t'offre 60% de réduction sur ton abonnement annuel à Inconi. T'as juste à cliquer sur le lien que je t'ai mis en description et à suivre les indications. Donc, le sexe. Et là, je parle du sexe biologique, hein, dans cette vidéo. Quand je vais dire homme et femme, c'est de ça dont il va s'agir. Le sexe biologique, le côté mâle-femelle. Donc, le sexe biologique, mais aussi le genre, c'est-à-dire tous les trucs sociaux, culturels, psychologiques, etc., qu'on colle sur le fait d'être un homme ou une femme. Tout ça, ça a une influence sur notre santé et sur la manière dont on est pris en charge quand on a un problème de santé. Et si on peut se poser la question, est-ce que la médecine est sexiste? C'est parce que, autant le dire tout de suite, hein, on va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans, oui, on sait aujourd'hui qu'on est moins bien pris en charge quand on est une femme. Mais on va voir ça de manière super concrète. Quand on a un problème de santé, en temps normal, voilà comment ça se passe. La personne se sent pas bien, ou elle remarque qu'il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude, et elle va consulter. Là, on l'examine, on lui pose tout un tas de questions pour déterminer les signes très précis dont elle souffre, éventuellement, on lui fait des examens, tout ça dans un seul et unique but, poser un diagnostic. C'est-à-dire la personne, elle présente tel signe et tel autre signe, et ça correspond à tel problème ou telle maladie. C'est ça, un diagnostic. Cette première étape, elle est super importante parce que c'est celle qui va permettre de passer à la deuxième étape, le traitement. Il faut savoir quelle maladie on soigne pour pouvoir donner les bons traitements, les bons médicaments, par exemple. Et une fois qu'on a déterminé tout ça, le traitement, il est prescrit et il est adapté à la personne soignée, en fonction de son âge, son poids, sa taille, etc. Voilà. En très gros, c'est les deux étapes par lesquelles on passe quand on a un problème de santé. Et ces deux étapes, si t'es une femme, tu as moins de chances que ça se passe bien. Parce que tout ça, dans la majorité des cas, ça n'a pas été prévu pour les femmes.
en médecine, depuis toujours, le modèle de référence, c'est l'homme. Dès l'étape du diagnostic, tout est élaboré en fonction des caractéristiques mâles. Donc les caractéristiques biologiques féminines, elles sont pas prises en compte. Mais il y a aussi un autre truc qui fausse les diagnostics, et là pour le coup qui tient plus de ce qu'on appelle les stéréotypes de genre. Tu sais, les hommes sont forts, les femmes sont douillettes, voilà, ce genre de truc. C'est ce qui explique que la parole des femmes, elle est plus facilement remise en question, notamment quand il s'agit de douleur. Soit parce qu'on estime que la patiente en rajoute, voilà, qu'elle est douillette, qu'elle est hystérique, de ce genre de truc. Soit parce qu'on estime que la douleur, elle est liée aux règles, par exemple, et que, bah, du coup, c'est normal, c'est comme ça. Spoiler, avoir mal, c'est pas normal. Et ça, au passage, c'est la raison pour laquelle l'endométriose a été pendant super longtemps complètement ignorée, alors que c'est une maladie super douloureuse, super handicapante, et super fréquente, puisqu'elle touche une femme sur 10. On en a déjà parlé ici avec Maud Bettina Marie, je sais pas si tu te souviens, je t'en reparlerai un de ces jours. Très probablement. Mais dans d'autres registres et pour d'autres maladies, on a eu aussi des cas qui ont été médiatisés et qui illustrent très bien et très tristement le fait que la parole des femmes, elle est pas prise au sérieux et que parfois, bah, elles sont pas aussi bien diagnostiquées, du coup pas aussi bien soignées qu'elles devraient, alors qu'à la base, elles ont un truc grave. Et si on prend l'exemple de l'infarctus du myocarde, tu vas voir que c'est encore pire. Non seulement les crises cardiaques, elles sont prises en charge en moyenne 1 heure plus tard chez les femmes que chez les hommes, mais en plus, le risque qu'il y ait un mauvais diagnostic, il augmente de 40% pour les femmes. Mais alors pourquoi? Eh bien pour 2 raisons. L'une, qui est un petit peu difficile à quantifier, qui est celle dont on vient de parler, c'est-à-dire on n'accorde pas la même valeur à la parole d'une femme quand il s'agit de douleur. Et l'autre, eh ben, les signes d'infarctus du myocarde, c'est pas les mêmes chez les femmes et chez les hommes. Et ceux qui sont le plus majoritairement enseignés et retenus, eh ben, c'est les symptômes masculins. Chez les hommes, un infarctus, ça va se manifester par une douleur qui comprime la poitrine et qui irradie dans le bras gauche, par exemple. Ça, c'est les signes les plus connus. Donc, si une femme arrive avec des douleurs dans la mâchoire et dans le dos, qu'elle est essoufflée et qu'elle a envie de vomir, on va pas forcément penser à un infarctus. Et pourtant, c'est exactement les signes féminins d'un infarctus. Il y a d'autres exemples comme ça, de trucs qui sont moins bien diagnostiqués chez les femmes, et pas forcément des trucs physiques d'ailleurs. Pour les TDAH, par exemple, les questionnaires de dépistage, ils sont conçus pour les hommes. Ils tiennent pas compte des spécificités féminines. Pareil pour les troubles de la sphère autistique. Les signes propres aux femmes, ils sont moins bien connus, etc., etc. Donc là, on a une première inégalité au moment du diagnostic. Mais après, on peut se dire que ça va mieux se passer. Pas du tout. L'étape d'après le diagnostic, on l'a vu, c'est le traitement. Et bien devinez sur qui les médicaments sont majoritairement testés. Sur des hommes. Et pourtant, on sait qu'il y a des spécificités biologiques chez les femmes qui font qu'elles y réagissent pas de la même façon. Il y a des différences de masse graisseuse, de masse musculaire, de masse osseuse entre les hommes et les femmes qui font que les médicaments sont pas assimilés de la même façon. Il y a des différences de métabolisme, il y a des différences au niveau des cellules même, il y a des variations hormonales qui modifient l'efficacité des traitements. Mais ça, c'est très très peu étudié dans les tests qu'on fait avant de commercialiser un médicament, pour vérifier s'il est efficace et s'il n'est pas dangereux. Je te donne un exemple. Il y a un médicament qui s'appelle la digoxine, qui est fait pour soigner l'insuffisance cardiaque, et pour lequel les tests ont été faits à 80% sur des hommes. Un petit peu plus tard, après sa mise en vente, il y a des gens qui ont repris les chiffres et qui se sont rendus compte que, pendant l'étude, les femmes qui avaient pris de la digoxine étaient mortes plus vite que celles qui avaient pris un placebo. Mais comme c'était une partie des 20 petits % de femmes qui avaient participé à l'étude, bah au final, ça donnait un chiffre qui était pas très élevé, et du coup, on n'en a pas tenu compte. Et bah ça, c'est pas du tout un cas isolé. Les tests, ils sont majoritairement faits sur des hommes, et les résultats, ils tiennent pas compte des différences d'efficacité et d'innocuité en fonction du sexe. Et il y a pire, des fois, les différences, on les connaît même pas. Même au stade où les médicaments sont testés sur des animaux, ils le sont majoritairement sur des mâles. Et tu sais pourquoi? Et bah pour 2 raisons. D'abord, parce que les tester sur des femelles, c'est plus long et c'est plus cher, parce qu'il faut tenir compte des variations hormonales. Ensuite, parce qu'on considère que ces variations hormonales, elles faussent les résultats. Mais elles faussent les résultats si t'es un homme. Si t'es une femme, c'est juste ta réalité biologique à toi. C'est ne pas en tenir compte qui fausse les résultats, en fait. Et tant que les tests seront pas faits sur autant d'hommes que de femmes, et que les résultats tiendront pas compte des spécificités liées au genre, eh ben, les médicaments continueront de marcher mieux pour les hommes que pour les femmes. Et les femmes continueront d'avoir 2 fois plus d'effets secondaires que les hommes. A l'inverse, il y a des médicaments qu'on attend toujours pour les hommes, mais qui sont pas commercialisés parce qu'on estime qu'il y a trop d'effets secondaires, alors que la version féminine, elle existe déjà, avec exactement les mêmes effets secondaires, voire pire, sans que ça pose de problème à personne. Tu vois de quoi je veux parler, non? La pilule,
la pilule masculine. La pilule masculine, elle existe. Elle a été mise au point, elle est efficace, mais elle n'a pas eu d'autorisation de mise sur le marché, parce qu'apparemment, c'est ok d'avoir des effets secondaires si t'es une femme, mais pas si t'es un homme. D'ailleurs, de manière générale, le poids de la contraception, il repose très très majoritairement sur les femmes. Celui de l'avortement aussi. Et celui de l'infertilité, comme je disais en intro tout à l'heure. Sûrement parce qu'on part du principe que c'est le corps de la femme qui est directement impacté par la grossesse. Et c'est vrai. Mais ça reste une responsabilité partagée, donc tout le reste doit l'être aussi. Physiquement, quand c'est possible, avec la contraception masculine par exemple, mais psychologiquement aussi, et puis financièrement, tant qu'on y est. Dans la description, je t'ai mis des liens vers les épisodes du podcast Les couilles sur la table, sur l'infertilité et la contraception masculine, et aussi un lien vers ma vidéo qui parle de contraception masculine, et puis aussi plein d'autres liens, tu vas voir, tu vas pouvoir faire ton petit marché. Donc très clairement, oui, il y a une inégalité dans la façon dont on est soigné suivant qu'on est un homme ou une femme. Et plus globalement dans la façon dont on prend en charge notre santé. Mais la vérité, c'est que ces inégalités, elles démarrent même avant l'étape du diagnostic. Je te donne un exemple, tu sais comment on améliore la sécurité au volant. On simule des accidents de la route avec, dans les voitures, des mannequins, des crash tests de mise. Il y a des mannequins adultes, il y a des mannequins enfants, il y a des bébés, il y a même des chiens. Mais à ton avis, il a quoi comme mensuration, le mannequin adulte ? Bah oui, dans la majorité des cas, il fait 1m77 pour 75 kg, c'est-à-dire les mensurations d'un homme. Et les formes d'un homme aussi. Deuxième question, à ton avis, le mannequin avec des mensurations et des formes féminines, il existe depuis quand ? Il a été mis au point en 2023 par une ingénieure de l'Institut suédois de recherche en sécurité routière. Résultat, il y a une étude de l'Université de Virginie aux États-Unis qui a démontré qu'en cas de choc frontal, une femme avec sa ceinture de sécurité sur le siège passager, elle a 73% de risque en plus d'être gravement blessée par rapport à un homme. Il y a plein d'autres cas de figure que j'aurais pu citer encore, il y a les violences médicales et gynécologiques par exemple. Mais l'idée c'était pas forcément d'être exhaustif, l'idée c'était de faire ce constat que plein d'autres personnes ont fait avant moi. On n'a pas les mêmes chances de rester en bonne santé et d'être bien soigné si on est une femme. Alors attention, oui, l'inverse, ça existe aussi. Il y a un super docu d'Arte sur la santé des femmes, je vous ai mis le lien aussi dans la description, qui parle du cas d'un homme âgé qui a eu plusieurs fractures spontanées au niveau des vertèbres notamment, et qui a été très mal pris en charge et très mal soigné, parce qu'il faisait en fait de l'ostéoporose et que c'est considéré comme une maladie de femme. Donc oui, ça existe aussi, et on est d'accord, si on fait plus attention à ce genre de trucs, tout le monde y gagne. Mais les femmes, elles vont quand même y gagner beaucoup plus, parce que pour l'instant, elles sont vraiment perdantes. Alors, j'en vois d'ici 2-3 arriver avec leurs gros sabots. Bah voilà, les femmes sont différentes, donc c'est normal qu'on soit pas égaux. Bon, déjà, si tu dis « les femmes sont différentes », c'est que tu considères que le modèle de référence de l'espèce humaine, c'est l'homme, c'est le modèle masculin. Bah, bravo, champion, parce que t'as mis pile le doigt sur le cœur du problème. Ensuite, oui, il y a des caractéristiques différentes entre les personnes de sexe biologique féminin et les personnes de sexe biologique masculin. Mais déjà, l'espèce humaine, elle n'est pas complètement uniforme. On a aussi nos caractéristiques individuelles. Et notre sexe biologique, c'est pas le seul truc qui nous détermine au niveau santé. Il y a aussi notre génétique, l'environnement auquel on est exposé tous les jours, etc., etc. Et puis surtout, toujours pour le gros malin dans le fond, là, Eh oh, ça va, ouais. c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas être égaux. Là, en l'occurrence, l'égalité, c'est l'égalité des chances. Les chances d'être en bonne santé. C'est faire en sorte que plus de la moitié de l'humanité soit prise en compte dans la recherche, dans la mise au point des médicaments, dans le diagnostic des maladies, etc., etc., et qu'elle ait autant de chances de rester en bonne santé ou de guérir que l'autre moitié de l'humanité. Donc voilà, t'as bien compris, la question de départ, elle était purement rhétorique. Oui, la médecine est sexiste. Mais attention, quand je dis ça, je veux pas du tout jeter l'opprobre sur les médecins, le personnel soignant, etc. Pas du tout. La médecine, elle est sexiste pour les mêmes raisons que le sport est sexiste, que le monde du travail est sexiste, que globalement, la société est sexiste. Parce que pendant très très longtemps, tout ça, ça a été mis en place, et puis après, ça a été géré par des hommes, pour des hommes. Et dans le domaine de la santé, pour se débarrasser de ces inégalités, il va falloir 3 choses. La première, c'est de reconnaître et de prendre en compte le problème. Ça a commencé, il y a des rapports, il y a des études, il y a même des centres de soins qui existent. La deuxième, c'est qu'il y ait plus de femmes à toutes les étapes. La recherche fondamentale, l'industrie pharmaceutique, les hôpitaux, etc., etc. Là aussi, ça avance. Et la dernière, il va falloir être patiente. Et patient. Je te jure, c'est pas une vanne. Il va falloir du temps parce que c'est tout un système qu'il faut changer. Il faut changer la manière dont on fait les diagnostics, la manière dont on fait des médicaments, la manière dont on examine les gens, la manière dont on leur prescrit des examens, des médicaments, etc., etc. Il faut changer à la fois des pratiques professionnelles, mais aussi des mentalités qui reposent sur des trucs qui datent de plusieurs siècles, voire carrément plus. Mais si on veut conclure en voyant le verre à moitié plein, on peut se dire que
Bon, c'est pas gagné, mais c'est en route. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres. Mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.